Aujourd'hui, si vous voulez lever, il vaut mieux pour vous que vous soyez dans l'intelligence artificielle, il vaut mieux pour vous que vous ayez une équipe très resserrée, et il vaut mieux pour vous que vous ayez déjà un peu de bouteille sur un marché que vous connaissez. Travailler ensemble, mais c'est aussi important pour pouvoir porter la voix du numérique à l'international. En premier lieu en Europe, mais également à l'international. À l'époque, vous vous rendez compte, on faisait des levées de 100 000 euros et on faisait la fête pour 100 000 euros. Aujourd'hui, 100 000 euros, les entrepreneurs parfois disent « mais ça, j'ai pas besoin, ça me servira à rien ». Je suis ravi de l'accueillir avec moi sur scène. Alors, tu n'es pas obligé de pitcher avec le béret, bien entendu. Hein, voilà, enfin pitcher, introduire cette journée BSD avec une conf inspirante par un intervenant VIP. Il a bravé les incidents de la gare Montparnasse. Il a bravé les retards d'avion d'Orly. Et il est là, devant vous, en physique, en présentiel, parce qu'il y tenait énormément. Mesdames et messieurs, je veux casser les décibels pour Mounir Majoubi, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Joyeux anniversaire à la mêlée. Ce matin, je voulais qu'on prenne un petit temps tous ensemble pour parler, penser, et puis réfléchir, et puis à la fin agir aux entrepreneurs de France et aux entrepreneurs de l'innovation, et particulièrement ceux d'Occitanie. Être entrepreneur, ça a toujours été compliqué, mais en ce moment quand même, on bat pas mal de records. Entre le contexte politique national, et je ne sais pas combien de temps va durer le moment de trouble. J'espère qu'on va retrouver prochainement un gouvernement. Le moment politique international, chaque semaine, du nouveau. Les relations avec nos amis qui ne sont plus nos amis. Les relations de confiance absolue avec des frères de sang qui deviennent des amis qui nous ferment la porte au nez. Le contexte économique, avec un contexte politique comme celui-là, on ne peut pas demander aux acteurs économiques d'être complètement enthousiastes, de dépenser beaucoup, d'investir et de penser à l'avenir. Et puis, il y a aussi les contextes de rupture d'innovation. Pendant qu'il y a tout ça, il y a aussi l'IA. Et pendant qu'il y a tout ça, il faut aussi penser à soi. Vous savez que là, en ce moment, quand on regarde les statistiques de santé mentale, les entrepreneurs, ils ont 2 fois plus de chances que les autres d'être atteints d'un trouble psychique, psychiatrique pendant leur carrière d'entrepreneur. Et donc, quand on regarde tout ce contexte-là, quand on regarde tout ce qu'on doit mener, eh bien, on se dit qu'être entrepreneur, c'est être sacrément fort. Et c'est être sacrément complet et sacrément ancré. Alors, si on reprend les grands sujets, le contexte international, comment on peut regarder aujourd'hui la situation? Quand je parlais de notre ami qui nous regarde mal, ce sont les Américains. Pourquoi est-ce que pendant longtemps, on a trouvé juste de faire de la souveraineté avec les Américains? On n'était pas naïfs, on n'a pas dit on est bête, on va laisser nos data aller vers les Américains sans rien faire. C'était nos frères de sang. Je vous rappelle qu'on se protège de toute attaque nucléaire avec les Américains. On se protège d'attaques de tous les autres pays du monde avec les Américains. On se partage de renseignements militaires avec les Américains. Ce sont nos frères, ce sont nos amis. Ils nous ont libérés une fois, on a continué à s'aider depuis. Mais là, vous avez celui avec qui vous partagez tout qui vous dit qu'il va arrêter. Ce qui a créé un moment technologique pour tous les entrepreneurs et pour tous les décideurs numériques français. C'est l'executive order qui a été signé dans les 3 premiers jours de sa présidence. Dans les 3 premiers jours, ce qui était un pacte de confiance assez complexe, les avocats l'avaient contesté, c'est celui qui protège les datas des Européens aux États-Unis et les datas des Américains en Europe. Et lui, il signe un executive order qui dit « En fait, si jamais il y a besoin, vous avez le droit de regarder dedans. Et si on vous demande, vous êtes obligé de nous dire aux entreprises américaines qui auraient des données d'Européens au gouvernement. » Tout ça pour vous dire que cette petite décision, qui est une énorme décision, elle a entraîné tous les débats des dernières années sur comment on fait aujourd'hui pour ne plus être dépendant d'offres étrangères. Quand vous êtes un entrepreneur aujourd'hui, quand vous êtes un DSI aussi, mais imaginez que l'entrepreneur il est DSI en même temps qu'il est aussi directeur financier, qui fait plein d'autres choses, on doit se poser toutes ces questions-là. Et donc la question de l'hébergement et du cloud, aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur, vous avez 2 choix. Soit vous le prenez sur vos épaules et c'est un nouveau paquet de plus que vous devez décider de traiter ou de ne pas traiter. Ou alors vous dites, bon, mes données, elles ne sont pas si graves, je vais quand même continuer à faire avec les offres qui sont là et je ne vais pas faire attention. Parce que ce dont je peux vous témoigner, c'est que ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est des entrepreneurs qui, y compris dans les premiers jours, et parfois plus rapidement que les grandes entreprises, vont dire, moi je vais faire des choix souverains. Je vais essayer d'héberger en France, je vais essayer d'avoir une structure d'application qui va faire que mon outil soit lui-même souverain. Et puis, parce que c'est quand même un entrepreneur, je vais essayer d'en faire un argument commercial pour mes futurs clients.
Ça, c'est une tendance du moment, c'est un point en plus, mais c'est une opportunité en plus. Sur le contexte politique français, pourquoi c'est inquiétant? Parce que quand on n'a pas de gouvernement, les grandes entreprises ne savent pas combien elles vont payer d'impôts et elles ont peur de faire des investissements. Et ça, quand vous prenez les entreprises du CAC 40, eh ben, ces décisions de ne pas investir, ces décisions de ne pas consommer, elles ruissellent immédiatement. On se posait la question du ruissellement positif de l'argent qui descend en bas, et qu'on questionne, on ne sait pas si ça existe vraiment, moi je pense que oui, mais là c'est le ruissellement de l'argent qui ne vient pas d'en haut. Et quand les entreprises ne consomment pas, les entreprises intermédiaires ne consomment pas, et à la fin, on n'achète pas de produits, on n'achète pas de licences, on n'achète pas de logiciels, et il n'y a pas de clients finaux. On n'augmente pas les salaires des salariés, les salariés n'augmentent pas leurs loisirs, n'augmentent pas leur consommation de nouveaux services, n'augmentent pas leur consommation de nouveaux biens. C'est quand même compliqué pour un entrepreneur innovant. Il fait que des nouveaux services et des nouveaux biens que personne ne veut acheter. On est dans un moment un peu dur comme celui-là en ce moment. Mais, là où il faut être optimiste, les Français, ils sont hyper élastiques, ils sont hyper malléables. Quand la politique et l'économie vont mal, enfin quand la politique va mal, les Français se pétrifient, se retournent sur leur famille, se protègent, mais dès que ça va mieux, ils consomment. Donc la question, c'est le dès que ça va mieux. Quand est-ce que ça va être? Moi, je pense que ça va arriver. Je pense qu'on est en train de vivre une crise. On en a connu une avec les Gilets jaunes en 2019. On a connu une crise qui a suivi avec le Covid, qui a questionné beaucoup de choses sur notre façon d'être un pays et de vivre et de gouverner ensemble. Je ne sais pas quelle tête va avoir la suite, mais je pense que les Français vont se rassurer qu'on va pouvoir avancer. Ce qui est très important, c'est que les entreprises dépensent. On ne s'en rend pas compte, mais les entreprises dépensent beaucoup plus que l'administration. Les entreprises dépensent quasiment autant que les particuliers. On a besoin de la dépense des entreprises, on a besoin de la dépense des particuliers. Il faut que les gens et les entreprises consomment. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de nouveaux produits, il n'y a pas de nouveaux services. Donc là, les entrepreneurs aujourd'hui doivent vivre avec ça sur leurs épaules. Ils doivent vivre avec cette idée de comment avancer. Troisième élément qui est touché par toutes ces questions-là, c'est le financement. Ah, ça va pas très bien en ce moment, on va se dire la vérité. Hein. Il n'y a jamais eu aussi peu d'argent investi par les VC sur des petits tickets. Alors c'est sûr que si on fait la moyenne de l'investissement qu'il y a eu dans Mistral, on casse tout. Donc on va à chaque fois maintenant essayer de donner les stats sans Mistral, même si on doit se féliciter de ce que Mistral vient de lever. Aujourd'hui, une entreprise qui veut lever 1 million, 2 millions, qui n'est pas encore rentable, qui a un produit, qui a quelques clients, elle va envoyer plusieurs centaines d'emails et pas avoir beaucoup de rendez-vous avec les VC. Ça va pas bien. Aujourd'hui, les VC sont devenus très sélectifs. On se met à investir que sur des entreprises qui seraient économes, déjà rentables, qui ont investi doucement, qui ont une croissance lente et qui seraient en bonne santé. C'est le contraire de ce que devrait faire un VC. Un VC, il est censé là pour faire du venture, du risque, investir là où il y a encore beaucoup de risques à mener. Aujourd'hui, si vous voulez lever, il vaut mieux pour vous que vous soyez dans l'intelligence artificielle, il vaut mieux pour vous que vous ayez une équipe très resserrée, et il vaut mieux pour vous que vous ayez déjà un peu de bouteille sur un marché que vous connaissez. Si vous êtes jeune, si vous venez d'un parcours alternatif, si vous avez un produit qui a besoin de 1 ou 2 ans de R&D avant de sortir et que ça va consommer du cash, ça n'a jamais été facile, mais c'est encore moins facile aujourd'hui. Et donc là, il ne faut pas se passer des initiatives collectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de lever de l'argent dans ces contextes-là, c'est d'être dans des accélérateurs, c'est d'être dans des programmes, c'est d'avoir de l'argent public. L'argent public, il doit servir quand le contexte ne va pas bien. Moi, je suis plutôt un libéral social, j'aime pas qu'on mette de l'argent public quand il n'y a pas besoin. Là, en ce moment, il y a besoin. Il y a besoin d'aider les startups, il y a besoin d'aider les entreprises, il y a besoin d'aider l'innovation. Et donc, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ça va aller mieux. Parce que tout à l'heure, je vous disais que les Français se retournent assez vite dès que l'économie va mieux. C'est pareil pour les investisseurs. Les investisseurs, hein, c'est pas très compliqué. Si la dynamique s'accélère, ils investissent plus vite. Si les dynamiques économiques sont plus lentes, ils disent il faut que je fasse attention à l'argent de mes propres investisseurs à moi. Donc aujourd'hui, cette question de l'investissement, alors aujourd'hui je suis plus ministre, donc je ne vais pas vous défendre tous les programmes qui sont faits, mais le gouvernement a fait plusieurs propositions. On a un fonds européen de 10 milliards pour les startups. Mais si on regarde les 3 années qui viennent de se passer, c'est assez flat. On a baissé un petit peu en termes d'investissement. Cette année, elle ressemble à l'année dernière, mais ça ne va pas être folichon. Mais on a quand même près de 30 milliards d'euros levés l'année dernière. On a près de 380 millions levés au premier semestre en France. C'est pas bon, on danse pas, on lance pas le béret en l'air, mais on se dit qu'on est encore vivant. Donc avec tout ce qu'on vient de se raconter là, comment ils vont les entrepreneurs ? Ils essayent d'aller bien, mais c'est dur.
Je vous parlais tout à l'heure des statistiques sur la santé mentale des entrepreneurs. Vous vous rendez compte que non seulement, en tant qu'entrepreneur, vous subissez toutes ces questions qui sont un peu lourdes, mais vous subissez aussi toutes les personnes à qui vous faites subir ça. Votre famille, donc comment je raconte à ma famille que le contexte est dur, donc les entrepreneurs gardent ça pour eux. Comment je raconte à mes collaborateurs, qui sont tous hyper flippés parce qu'ils ont vu que ça se passait pas bien. Mais celui qui ne va pas leur dire, c'est l'entrepreneur. Donc comment l'entrepreneur qui a que 4, 5, 6 salariés au début, mais même 500 derrière, comment il vit seul ces choses-là? Pareil sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie d'un entrepreneur. La fois où vous voyez que la trésor ne va pas être bonne à la fin du mois au moment du paiement des salaires, avec qui vous en parlez de ce moment très dur où ça va être chaud et on ne va pas pouvoir payer dans les temps? Il va falloir peut-être mentir ou alors être transparent, mais encore plus faire peur. Il va falloir trouver des solutions. La seule solution qui existe pour toutes ces difficultés-là, c'est la mise en réseau et c'est d'être avec d'autres entrepreneurs et de rencontrer d'autres personnes qui ont déjà traversé ça, qui traversent ça. Ça, c'est le rôle essentiel des acteurs comme la Mêlée numérique et toutes les initiatives que vous retrouvez au point de vue plus local. Il n'y a personne d'autre qu'avec d'autres entrepreneurs ou des gens qui travaillent avec les entrepreneurs que vous pourrez parler de tout ça. Vous pouvez en parler avec votre expert comptable. Je vous déconseille d'en parler avec votre banquier. Parlez-en plutôt avec l'expert comptable et avec la Mêlée. Mais quand on est dans un programme, et j'ai la chance d'en accompagner un cette année, et j'en vois à travers toute la France, et j'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup. En fait, au début, on caricature ces programmes, un programme qui envoie de la positive énergie en disant « Allez, c'est bien », et on se fait moquer par d'autres personnes à l'extérieur qui disent « Ah ouais, c'est la French Tech, c'est la French Tech ». Mais en fait, la French Tech, c'est vital. La mise en commun associative, c'est vital. Si ces entrepreneurs-là ne sont pas ensemble, ne sont pas accompagnés, n'arrivent pas à se raconter les choses, alors ils ne peuvent pas avancer. Donc ça, c'est un message à la fois d'amour à la French Tech, d'amour à la Mêlée numérique, mais aussi de responsabilité à tout le monde, de soutenir ces initiatives, parce que sans elles, il n'y a pas les entrepreneurs, et on a besoin d'eux. Et donc ça amène à une conclusion, comment on fait pour avancer, pour traverser ce moment politique, traverser ce moment économique, traverser ce moment de financement un peu complexe, traverser ce moment personnel à l'échelle humaine de tous ces entrepreneurs? Eh bien, se rassembler. Et donc, je vous invite à être actifs autour de vous, à rejoindre les initiatives. Si vous êtes dans des associations d'entreprises, rejoignez l'équipe de France du numérique, par exemple. Impliquez-vous dans les différents programmes de la Mêlée. Impliquez-vous dans la French Tech si vous êtes innovant. Dans les prochaines échéances politiques, regardez ce qui est dit. Parlez-en autour de vous. On est dans un moment où les gens ne se parlent plus trop de politique, ne se parlent plus trop de la situation économique. Je pense qu'un des engagements qu'on peut tous se donner en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, c'est juste de demander aux autres entrepreneurs « Et toi, comment ça va ? Et toi, comment ça se passe chez toi ?» Et moi, je vais te dire la vérité, ça se passe moyen. Si on arrivait tous à se dire ça sur nos financements, ça ferait tomber une énorme pression sur les entrepreneurs qui pensent que tout le monde est en train de lever comme Mistral, alors qu'en fait, non, c'est un peu dur. Ce serait encore plus facile pour les éditeurs qui se disent « mais comment font les autres pour tenir les marges qu'ils annoncent ?» alors qu'en fait, ils ne les tiennent pas, ou qu'alors il y a eu beaucoup de difficultés humaines parce qu'il a fallu réduire les coûts et donc ils ont dû subir des choses qui sont un peu violentes. En fait, aujourd'hui, tout le monde traverse un moment qui doit rester un moment optimiste, mais on doit accepter l'idée que on peut être optimiste en étant réaliste sur la réalité des choses aujourd'hui. Donc c'est ce moment-là. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que pendant ces 2-3 jours, vous allez pouvoir échanger avec tout le monde, qu'on va pouvoir faire la fête, mais qu'on va surtout pouvoir s'aider les uns les autres. Donc merci à tous, bravo à la Mêlée et joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, Mounir Majoubi. Est-ce que eh ben oui, je mets mon habit de lumière quand même. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions, si tu nous fais l'amitié de rester avec nous? Open mic, et là écoutez, c'est soirée déguisée à 9h le matin, c'est voilà. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous amène... Toi, tu as peut-être une première question. Alors une première question, c'est déjà... Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien, financièrement c'est la galère, mais non, il faut assumer ses faiblesses. C'est le propre de se sentir bien avec soi-même. Si vous avez des questions, je vais récupérer un micro, lever la main, et je vous l'amène tout de suite. Je vous prends un brûle pour point comme ça. Si c'est des questions sur mon style vestimentaire, je ne les accepte pas. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que c'est cette équipe de France du numérique qui pourrait... Véronique Turner de Numéum. C'est sympa, merci. Donc, je suis Véronique Turner, je suis la présidente de Numéum, qui est un des acteurs de l'écosystème numérique français. Et on a lancé une initiative avec plus de 70 associations, dont la Mêlée,
dont la French Tech, dont Digital 113, dont CyberHog, dont Anity, donc des acteurs ici ancrés dans le territoire. On a lancé ce collectif qui est l'équipe de France du numérique, justement, pour ce que vient de décrire en fait Mounir, c'est être en capacité d'affronter ensemble les difficultés et puis être en capacité d'avoir un projet commun et de passer à l'échelle. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de moyens ces dernières années. Il faut dire quand même qu'on a eu un gouvernement qui a été pro-innovation, qui a fait énormément de choses pour soutenir les entreprises, les entrepreneurs. Je soutiens, voilà. Je suis d'accord avec toi. Malgré ça, en fait, aujourd'hui, on constate qu'on n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a évidemment une crise politique qui fait qu'aujourd'hui, globalement, tous les secteurs économiques se portent mal, y compris le secteur du numérique. On voit que la France est en retard parmi les pays européens. On est classé 22e sur 25 dans le rapport DESI de la Commission européenne sur les usages en IA, data et cloud. Donc, l'enjeu de l'équipe de France du numérique, c'est justement s'organiser. Nous, organisations, associations qui fédérons un certain nombre d'acteurs sur le territoire, nous organiser pour structurer notre filière, pour être en capacité d'être plus impactant sur un certain nombre de dispositifs existants. C'est le cas par exemple pour la French Tech. Il y a un super dispositif qui s'appelle « Je choisis la French Tech ». Si tout le monde soutient « Je choisis la French Tech », eh bien on passera à l'échelle. Donc ça sert à ça, l'équipe de France, de mettre en lumière des dispositifs qui marchent, parfois à petite échelle, mais parce qu'ils sont pensés dans une dynamique de passage à l'échelle. Si on travaille tous ensemble pour les faire grandir, ça peut générer un game changer pour notre secteur. Donc ça, c'est important, l'équipe de France à l'échelle nationale, travailler ensemble, mais c'est aussi important pour pouvoir porter la voix du numérique à l'international. En premier lieu en Europe, mais également à l'international. Donc c'est ça qu'on va essayer d'animer dans les prochaines semaines, tous ensemble, pour faire le jeu collectif de la filière numérique, qui est très riche en France, mais qui est très dispersée. Il y a un peu plus de 100 associations en France sur le numérique, et donc 100, c'est beaucoup, c'est riche, mais ça ne permet pas des fois de pouvoir passer à l'échelle et d'être impactant. Et c'est ça l'enjeu de l'équipe de France. Sans rajouter une énième association, c'est juste un collectif. Merci. Longue vie à l'équipe de France du numérique. Merci beaucoup, Madame Turner. C'est un grand sujet de maturité. Si vous étiez dans le numérique dans les années 2000, il faut vraiment se rendre compte qu'on était plutôt minoritaire, qu'en politique, personne ne voulait en parler, et qu'il y avait 3 associations, une de fournisseurs d'accès, une d'éditeurs, et que le grand enjeu, c'était comment on lutte contre les pirates et on se bat pour défendre nos licences. Et donc, c'était assez ennuyeux. C'était excitant parce qu'on avait l'impression d'être dans l'avant-garde. Mais en 25 ans, on est devenu le premier sujet de discussion, un des secteurs économiques les plus en croissance, près de 100 associations. Alors c'est trop, mais à l'époque, il n'y avait pas assez, donc c'est très bien. On est enfin un secteur mature, et ça, il faut qu'on en soit tous fiers et avec un sentiment de responsabilité. Pas avec le sentiment de dire on l'avait dit, on était les premiers, on savait. Oui, c'est vrai qu'on savait que, ça allait, que ce moment allait advenir un jour et que tout le monde allait enfin être intéressé par ce qu'on raconte. Aujourd'hui, vous avez vu, on peut faire un 20h sur le numérique, tout le monde écoute. On fait une matinale le matin sur le numérique, tout le monde écoute. Ça intéresse tout le monde. Et donc, notre responsabilité, c'est d'influencer ce débat dans le sens qu'on trouve le plus positif pour le secteur, mais pour la France, pour le monde et pour l'équilibre humain. Il y a une question ou un témoignage. Il y a une question devant. Une question justement avec ce que tu viens de dire, Mounir. Maëlys Taube, je suis administratrice chez Numéum et éditeur de logiciels. À ton avis, quand est-ce qu'on aura un vrai ministère du numérique en France? Et on a la chance d'avoir un vrai ministère du numérique. Non, mais vous savez, moi j'ai fait de la politique tout en étant entrepreneur depuis près de 25 ans. Donc moi-même, j'ai écrit des tribunes pour un ministère du numérique. J'ai fait la chance de ma vie d'avoir fait 4 campagnes présidentielles. Donc des schémas pour raconter comment devrait être le futur ministère du numérique, j'en ai fait pas mal. Parfois, à la fin, j'étais dedans, parfois, c'était pas la personne que je voulais, et parfois, on perd l'élection. Donc on fait tout ce travail de schéma pour rien. Moi, je crois que quel que soit le schéma, ça marche. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, si vous êtes malin sur vos sujets, vous trouvez l'argent, vous arrivez à avancer, vous le faites. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, ça marche. Ministre délégué auprès du ministre, ça marche. Demain, est-ce qu'on va construire un nouveau bâtiment, dire ministère du numérique avec un ministre au 2e rang du protocole? Pourquoi pas? Pourquoi? Mais c'est pas ça qui va changer les choses. Et il ne faut pas perdre d'énergie sur
Et donc depuis que j'ai fait toutes ces tribunes, maintenant j'en fais plus. Et j'ai dit, il faut plus qu'on demande ces choses-là parce que c'est plus important de demander au président à venir. Alors, on sait que c'est pas Emmanuel Macron, vous savez qu'il peut pas se représenter. Donc aux prochaines élections présidentielles, il faudra savoir ce qu'ils veulent pour le numérique. Et après on verra où ils le mettent. Moi, mon rêve, c'est qu'on ait un Premier ministre d'une génération qui a le numérique dans le sang, qui ne pense économie que par le numérique, et qui donc pourrait même se passer d'un ministre du numérique. Et on aurait dans chaque grand ministère une feuille de route IA, une feuille de route de transfo, qui ne nécessiterait pas de le faire. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, on a bien besoin de Clara Chapaz, j'espère qu'elle va rester, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Monsieur Lecornu, Monsieur le Premier ministre, a souvent parlé de numérique. Il a été un accélérateur du numérique au sein du ministère des Armées. À suivre. Plus jeune Premier ministre depuis un certain temps, avec Gabriel Attal. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir. On va voir ce que ça peut et ce que ça va donner. On a une question dans le fond. Karim Manard. Bonjour Mounir. Donc Karim Manard, je suis cofondateur d'une jeune start-up montpelliéraine qui s'appelle Sobri, dans la sobriété numérique. Et la question est la suivante, c'est que depuis 2 ans, donc depuis la création de cette start-up, on a vu il y a 2 ans un gros engouement sur la sustainability, sur le RSE, etc. Et là, il y a eu la vague IA qui est passée. Et j'ai l'impression que les VC, les BA sont assez cyclotimiques. C'est-à-dire qu'ils passent d'un sujet à un autre. Et ils ont du mal, finalement, à avoir les opportunités, une vision à 360 degrés, parce qu'on est quand même des startups, on est plutôt sur le long terme. Et donc, pour consolider un peu notre projet, il faut du temps. Et finalement, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, qu'on se retourne et qu'on veut se retourner vers des BA, là, on se dit non, le sujet d'intérêt n'est plus intéressant, on est passé à autre chose. Donc, quel est ton avis sur le sujet? Je te remercie. Eh ben, mon avis, c'est que c'est vrai et ils ont en partie tort et en partie raison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? Moi, mon métier aujourd'hui, tu sais, je suis banquier d'affaires. Moi, je m'assure d'une chose, c'est que mes clients, ils trouvent l'argent à la fin, que mes clients, à la fin, ils arrivent à vendre leur société à une autre et qu'on fasse des beaux projets qui permettent de créer des acteurs forts dans le secteur. Si tu es une entreprise du green tech, de sobriété numérique, mon conseil, ce serait que tu te signes tout de suite en sobriété IA, réduction des coûts IA et réduction de l'impact environnemental IA. Aujourd'hui, toutes les boîtes pensent à réduction des coûts IA. Comment on fait maintenant qu'on a tout testé et que tout le monde veut faire encore plus? On ne peut pas payer aussi cher, il faut quand même une intelligence de sobriété derrière. Il faut que tu te repositionnes. Mais tout ce qui était dans le Green IT, la sobriété pure, avec comme seul objectif son impact carbone, on va se dire la vérité, depuis le 1er janvier là, de cette année, avec ce matin le coup de grâce pendant la nuit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce qu'il est un peu tôt là ce matin, du président américain qui a dit que tout ça c'est une grande farce, une grande arnaque et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Oui, c'est pas la bonne année. Et quand tout va mal dans l'économie, c'est pas le premier sujet vers lequel on va. Mais c'est là où moi j'ai toujours essayé de défendre la sobriété technologique en rappelant qu'elle permet de réduire les coûts. Et là, tu vois, tu récupères l'oreille de beaucoup de monde. Donc voilà mon conseil. Et après, les VC sont là pour être cycliques, ils sont là pour aller vers des choses nouvelles à chaque fois qu'elles sont nouvelles. Et donc, oui, il faut trouver le bon moment et le bon positionnement pour y aller. On peut prendre une dernière question. Et s'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une. C'est la question Back to the Future, Mounir. Allez. Je vais m'adresser au cofondateur de La Ruche qui dit oui. Il y a eu un moment de croissance, un moment où la sauce prend, un moment où derrière votre ordinateur vous avez dit mais attends, on n'est plus en centaines, on est en milliers d'utilisateurs. Ce moment d'hypercroissance amorcée, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu et dans quel cadre tu l'as vécu ce moment-là? C'est ça, on crée ça à 3. On galère un peu, on se dit quand même il nous manque 2-3 personnes, il nous manque 100 000 € pour démarrer. À l'époque, vous vous rendez compte, on faisait des levées de 100 000 € et on faisait la fête pour 100 000 €. Aujourd'hui, 100 000 €, les entrepreneurs parfois disent mais ça j'ai pas besoin, ça me servira à rien. On les a levés à l'époque auprès de Xavier Niel et de Marc Simoncini qui avaient des fonds de micro-investissement qui leur permettaient d'investir en 15 jours. Donc on a eu cet argent, on a pu recruter les 2 profils qui nous manquaient. Il nous manquait un designer, c'était moche ce qu'on faisait. Et on a recruté un bon designer et c'était devenu très beau. Et au bout de quelques semaines, on sent que notre produit est formidable, qu'il y a tout et on a 0 client. Il n'y a rien, personne ne paye. On fait la tournée en caravane en France pour trouver des agriculteurs qui veulent vendre leurs produits à travers notre plateforme. On recrute les premières reines de ruches qui ont du mal à recruter leurs premières consommatrices. Et puis ça prend. 1 ruche, 2 ruches, 10 ruches, une centaine de fournisseurs qui rejoignent la plateforme et arrive Capital. Et on a un Capital sur M6.
Et ça a changé la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que le jour où on a eu cette émission qui est venue filmer une ruche à une distribution et qui raconte comment des agriculteurs ont pu livrer en direct, et on parle de 2010, donc aujourd'hui c'est assez naturel, à l'époque c'était assez nouveau, et ce moment-là tout décolle. Évidemment le site tombe pendant l'émission, malgré tous les efforts qu'on avait pu mettre à l'époque. Évidemment le lendemain on se rend compte que toutes les inscriptions qui ont eu lieu les 24 dernières heures n'ont pas été enregistrées parce que la database était tombée entre les deux, mais c'est pas grave, ça décolle, c'est parti. Et là, c'est l'excitation. Et là, on relève de l'argent et on ne relève pas 100 000 €. Là, on avance. Mais il y a un moment après, si on veut se parler de cette entreprise, déjà, si on parlait de vie personnelle, il y a un moment où moi, je sors, / je suis sorti, je me fais sortir, je sors. Les 3 entrepreneurs, on était 3 cofondateurs, les 3 ont disparu au fur et à mesure, en 12 ans, ça va. Et la semaine dernière, ça a été publié dans la presse, la ruche a été rachetée par son concurrent espagnol, puisque la société n'avait pas continué sa croissance. Donc la vie d'une entreprise, c'est d'avoir ces moments plats, de monter très rapidement, de peut-être saisir un truc, et puis finalement de plus trop le saisir, et de mourir, ou de rester flat. Là, dans notre cas, c'est rester flat. Et maintenant, j'espère beaucoup de bonheur à cette société espagnole qui va essayer de faire des choses avec cette entreprise. Mais voilà mon témoignage de comment on vit une excitation, mais aussi un moment de calme. Et l'entrepreneur, c'est celui qui arrive à rester heureux et vivant malgré tout ça. Et tout à l'heure, au petit déjeuner, on se disait, pour être heureux malgré toutes ces choses-là, il faut aller bien à la maison. Donc il faut donner du temps à la maison. La maison, ça peut être soit tout seul, ça peut être soit son couple, ça peut être ses enfants, ça peut être ses animaux. Je vous conseille beaucoup les chiens et les chats. Il y a une étude qui montre qu'un animal de compagnie, c'est l'équivalent de 84 000 € de bonheur par an. Donc c'est plein d'économies. Ça coûte cher, mais en fait, ça rapporte. Non, mais soyez heureux parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un moment extrêmement heureux tout le temps. C'est heureux par pic, mais il vaut mieux avoir des bases stables. Merci beaucoup, mesdames Merci et messieurs. beaucoup. Mounir Majoubi.